Salut à tous et bienvenue dans la seconde partie de cette série de vidéos consacrée à la place de la femme dans l'histoire de l'art. Comme on l'a vu, de l'Antiquité au XXe siècle, il est difficile pour les femmes de se frayer un chemin dans ce monde dominé par les hommes. Quand on est à l'espace domestique, on a tendance à considérer que leur art devrait se limiter à du dessin pour soi ou des arts décoratifs et d'intérieur, pendant que la production artistique masculine trouve sa place dans l'espace public. Aucune place n'est aménagée pour les femmes. La frustration monte. Dans cette seconde partie, je vous propose de poursuivre le cheminement chronologique en s'arrêtant plus particulièrement sur le cas des artistes féministes qui revendiquent le droit à une place dans le monde et l'histoire de l'art. La première moitié du XXe siècle est complètement schizophrène. Tantôt elle est plus conciliante avec les femmes artistes, et tantôt elle s'arrange pour faire d'elles les grandes oubliées de l'art. En faisant de l'art dit féminin une sphère d'étude à part, il est plus facile de les mettre de côté. Les femmes artistes exposent, mais dans leur coin, dans des expositions qui leur sont réservées, et non aux côtés des hommes. Pour certains, cela cristallise la notion que leur art ne serait pas comparable à celui de leurs comparses masculins. Mais il faut bien comprendre que si les femmes se sont ainsi désolidarisées dans des groupes uniquement féminins, c'est pour revendiquer leur place. En pleine lutte pour leur émancipation, elles réclament le droit de voter, d'aller à l'école et bien sûr, de créer. L'Union des femmes peintres et sculpteurs milite ainsi pour l'admission des femmes à l'école des beaux-arts, demandant même une classe réservée aux femmes. Elles inversent ainsi l'utilisation que l'Académie faisait des quotas. Quand on imposait un maximum de 4 femmes, elles veulent à présent que l'école des beaux-arts impose un nombre minimum de femmes dans son enceinte, grâce à cette classe dédiée. Bien entendu, c'est sans surprise que l'école des beaux-arts de Paris refuse. Officiellement, la raison invoquée est la vétusté de leurs locaux. Ils ne font même pas l'effort de pondre une excuse crédible. Tout le monde sait très bien que c'est pour des raisons de convenance que l'accès des femmes est refusé. Ciel des femmes, vous vous rendez compte? Ça viendrait perturber ce milieu masculin, et puis, si vous laissez entrer les femmes, bye bye le prestige. Heureusement, elles ne se laissent pas démonter par ces arguments grotesques et poursuivent leur lutte, obtenant l'entrée aux Beaux-Arts en 1900 et même la participation au Prix de Rome, un concours essentiel pour la reconnaissance d'un artiste, en 1903. Mais c'est une victoire en demi-teinte, car déjà, l'institution de l'école des Beaux-Arts ne représente plus grand-chose. Engoncée dans un académisme jugé réactionnaire, ce n'est plus elle qui produit les artistes considérés comme intéressants et reconnus. La vraie création, elle, se fait ailleurs. Et c'est tant mieux. Car loin des barrières institutionnelles, les femmes peuvent prendre part aux différentes avant-gardes qui émergent et y jouer un rôle important. Malgré tout, en Europe, les femmes qui parviennent à se faire un nom restent rares. C'est outre-Atlantique qu'on les voit davantage émerger. Les États-Unis sont en effet le berceau de mouvements féministes depuis le milieu du 19e, dont les idées atteignent peu à peu le vieux continent. Même s'il s'agit en priorité de revendications politiques, le monde de l'art n'y est pas totalement indifférent. En effet, au cours de la Première Guerre mondiale, en l'absence des hommes, les femmes se sont retrouvées à occuper des fonctions qui ne leur étaient pas traditionnellement dévolues, prouvant ainsi qu'une femme peut parfaitement faire le job d'un homme. Aussi, dans les années 20, l'américaine peut voter, posséder son propre compte en banque et revendiquer son propre nom en tant que créatrice. Mais comme en Europe on traînasse, les femmes artistes restent sous le coup du principe patriarcal et doivent donc s'imposer, parfois de force. Les avant-gardes sont alors le lieu d'expression de fortes personnalités féminines qui savent se montrer novatrices et radicales. Des intellectuels, des photographes, des peintres font leur entrée et transforment le paysage artistique. Des mouvements d'ampleur internationale comme le vorticisme, le suprématisme ou encore le surréalisme les intègrent et les promeut. Malheureusement, la fin de cette première moitié de siècle est marquée par la montée des régimes autoritaires. Derrière une propagande faussement égalitariste, le nazisme, le fascisme et le pétainisme sont tous machistes et cherchent à mettre un terme au mouvement d'émancipation artistique et plus particulièrement celui des femmes. À nouveau mises de côté, elles n'ont cependant pas dit leur dernier mot. En 1971, Linda Nochlin publie un article intitulé « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?» Il coïncide avec l'émergence du mouvement féministe des années 70 qui lui-même s'accompagne de son lot d'interventions féministes propres au monde de l'art. Les thématiques féministes sont valorisées, soutenues par le développement d'une scène alternative très dynamique. Encore une fois, c'est en s'écartant des institutions traditionnelles que les femmes parviennent le mieux à se faire entendre. La première chose qu'elles réclament, c'est qu'on reconnaisse qu'au sein du canon de l'histoire de l'art, la place attribuée aux hommes et aux femmes a été complètement asymétrique. Et qu'alors qu'il existait des mécanismes pour préserver, dans la mémoire collective, le rôle des artistes hommes, il n'a jamais rien été mis en place
pour les artistes femmes. C'est ainsi que Judy Chicago, avec The Dinner Party, réalise une œuvre qui se veut un monument à la mémoire des femmes exclues de l'histoire. Sur cette grande table triangulaire sont disposées 39 assiettes, chacune étant dédiée à une femme célèbre. En utilisant le thème du repas et de la vie domestique, elle rappelle que derrière ce rôle dans lequel on a enfermé les femmes, celles-ci ont eu un impact sur la société. Et que oui, il existe des grandes femmes dans l'histoire, tout comme il existe des grandes femmes artistes dans l'histoire de l'art. Et ce malgré le fait qu'elles se sont vues refuser l'accès aux académies et autres institutions. Maintenant que les portes leur sont ouvertes, cependant, il n'est pas question pour ces artistes féministes de reproduire l'art des grands maîtres, mais au contraire, de le détourner. Elles préfèrent donc s'approprier de nouvelles techniques, comme la photographie, qui est un médium de choix des artistes féministes comme Judith Black. Cette dernière, dans la continuité des artistes femmes avant elle, choisit l'autoportrait. Elle photographie son propre corps, nu, dans toute la splendeur de ses imperfections, loin des nus féminins idéalisés dont regorge l'histoire de l'art. Elle plaide ainsi pour une réappropriation de leur image et de leur représentation artistique par les femmes. Ces mêmes femmes qui n'avaient pas accès aux cours de nu et qui devaient laisser les hommes seuls mettre à bord lorsqu'il s'agissait de déterminer les canons du beau féminin. C'est dans une démarche un peu similaire qu'Anna Wilke utilise son propre corps dans ses photographies. Elle le couvre de chewing-gum en forme de vulve qu'elle colle sur différentes parties de son buste nu. Elle se photographie ensuite prenant des poses de pin-up, nouvelles icônes des canons de beauté féminine. Dénonçant ainsi la systématique sexualisation du corps de la femme dans la culture populaire, qui s'accompagne d'une paradoxale dissimulation de leur organe sexuel dans l'histoire de l'art. Sur le corps de la femme, les chewing-gums agissent ainsi comme une empreinte, une sorte de scarification imposée par l'extérieur. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont besoin de se foutre à poil pour revendiquer leur place en tant que femmes et en tant qu'artistes? Il faut bien remettre les choses dans leur contexte pour le comprendre. Il faut se souvenir d'à quel point il a toujours été inenvisageable pour une femme artiste de représenter un nu féminin, d'à quel point l'image de leur propre corps a toujours été l'apanage des artistes hommes. La démarche peut paraître provocante, mais elles ont eu besoin d'être choquantes pour être entendues. Prenez le cas de Linda Benglis, dont les photographies sont extrêmement mal reçues et qu'on accuse de pornographie. À la même période, son collègue Robert Morris, avec qui elle collabora d'ailleurs sur plusieurs vidéos, réalise des clichés similaires, à savoir des photographies où il pose dénudé en empruntant au vocabulaire et à l'iconographie SM. Il s'en est nettement moins pris plein la gueule qu'elle, car on acceptait beaucoup plus facilement qu'un homme artiste se représente dans un cadre empruntant à des thématiques sexuelles. De la part d'une femme, en revanche, c'est inacceptable. À quel point l'image de la femme peut-elle être façonnée par d'autres qu'elle-même? C'est la question que semble aussi poser Marina Abramović dans une de ses performances. Il s'agit de proposer aux spectateurs une liberté totale pendant une durée donnée, dans un lieu donné, à savoir une galerie d'art. Abramović leur permet d'utiliser n'importe lequel des 72 objets mis à leur disposition et de lui faire subir ce qu'ils veulent avec. De la plume au pistolet, les objets varient en dangerosité et au début, les spectateurs sont bien sûr horrifiés et passifs. Mais finalement, on en arrive à un moment où l'un d'eux pointe quand même l'arme à feu sur Abramović. Cette dernière soulève ainsi la terrible réalité de l'objectivation du corps des femmes en art. Abramović choque-t-elle pour choquer, ou au contraire a-t-elle besoin de faire beaucoup de bruit pour être entendue? Comme une Niki Tsinfal qui tire à la carabine sur ses toiles, il semblerait que les artistes féministes n'aient pas eu 36 000 solutions. Pour sortir d'un mécanisme qui dure depuis des siècles et enfin atteindre la reconnaissance en tant qu'artistes, elles ont dû pousser un grand cri de colère. La question qui reste à se poser est de savoir s'il a été entendu. Globalement, la condition des femmes artistes s'est nettement améliorée. Elles sont acceptées dans le milieu de l'art, on les croise dans chaque galerie, des expositions entières leur sont consacrées et elles ont accès à l'éducation artistique au même titre que n'importe qui. Dans le monde entier, des artistes féministes continuent de revendiquer leur identité en tant que femmes, certaines en continuant d'employer les méthodes de leurs prédécesseurs des années 70. Méthodes qu'elles doivent pousser dans de nouveaux retranchements, plus personne n'étant aujourd'hui choqué de voir Niki Tsinfal tirer à la carabine. Et c'est là qu'on peut commencer à se poser quelques questions. L'art féminin est-il nécessairement féministe? Non, bien entendu, il existe un paquet d'artistes femmes qui n'ont aucune revendication de ce type. Mais alors, qu'est-ce que l'art féminin? C'est un peu le souci que j'évoquais en parlant du début du XXe. Lorsque les femmes se sont regroupées et désolidarisées, elles ont involontairement créé dans l'imaginaire collectif la notion qu'il existe un art au féminin. Tout comme il existerait du coup un art masculin. En dehors du fait que ce serait une vision très binaire, ça engendre un présupposé ou un préjugé que les œuvres des femmes artistes seraient reconnaissables, identifiables
et donc singulière. C'est un peu le revers de la médaille. Oui, les artistes femmes ont atteint une certaine reconnaissance, mais en ce faisant, elles sont quelque part réduites à ne faire que de l'art dit féminin, dans un contexte encore patriarcal et donc en leur défaveur. En quoi ce contexte leur est-il défavorable? Déjà, regardons les artistes contemporains les plus chers au monde. Alors oui, on pourrait dire que c'est un critère un peu douteux. Mais l'art contemporain étant très influencé par des problématiques financières, et étant lui-même un sacré marché financier, c'est pas si à côté de la plaque. C'est même assez pertinent et assez révélateur de pointer qu'il faut attendre la 33e place pour trouver une femme artiste. Et je ne parle même pas des œuvres les plus chères au monde, c'est-à-dire qui englobent toute l'histoire de l'art, parce qu'alors là, bon courage pour trouver une femme artiste dans le tas. On retrouve une problématique semblable au niveau des institutions. Alors que les cours d'histoire des arts et les diverses formations conceptuelles qui forment à exercer dans les institutions artistiques regorgent d'étudiantes, on en trouve très peu au poste clé. Moi par exemple, on était une grosse cinquantaine dans ma classe de master, dont 6 messieurs seulement. Et c'était pas spécialement atypique ou propre à mon école. Après, quand j'ai bossé dans un grand musée parisien, dans mon service, il y avait une douzaine de personnes, dont seulement 2 hommes. Et parmi eux, on trouve qui, bien entendu? Le chef. Les commissaires d'expo et les conservateurs sont aussi en majorité des hommes. On saluera cependant l'initiative de certaines commissaires comme Camille Morino, qui est à l'origine d'une rétrospective des femmes artistes dans les collections du Centre Pompidou, de l'exposition qui a été dédiée à Niki de Saint-Phal au Grand Palais et qui maintenant dirige la fondation Aware, qui vise à redonner leur place aux artistes femmes du XXe siècle. Parce que oui, le dernier problème, il est là. L'histoire de l'art se décline toujours vachement au masculin. Moi la première, quand je prépare mes vidéos, je me rends compte que ce serait un effort supplémentaire que d'aller chercher des cas de femmes surréalistes par exemple. En l'occurrence, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai décidé de me renseigner pour moi, mais de ne pas en parler dans mes vidéos. Parce qu'en fait, je préparais déjà mon speech final pour cette vidéo. Et fondamentalement, le fait que j'en parle pas n'a pas rendu le propos plus lacunaire. Je n'avais fondamentalement besoin de parler de femmes artistes que lorsque je parlais d'art contemporain. Ce qui prouve 2 choses. Que les femmes sont devenues inévitables sur la scène artistique actuelle. Et ça, c'est bien. Et qu'on peut parfaitement parler d'histoire de l'art sans parler de femmes artistes. Et ça, c'est naze. Il faut impérativement repenser l'histoire de l'art en les y incluant. Il faut que, en parlant de surréalisme, on mentionne Eileen Agar, Léonore Fini, Giovanna et tant d'autres. Et qu'on commence à trouver ça choquant si au contraire, on ne les évoque pas. Alors même si c'est peu, de mon côté, je m'engage à toujours essayer de plus parler d'elles. De votre côté, vous pouvez aller vous renseigner sur des sites comme celui de la Fondation Aware. Et voilà qui conclut cette série de vidéos sur la place des femmes artistes dans l'histoire de l'art. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, mais surtout, venez discuter du sujet dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.